Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Brice. Hey, bonjour Lilou. Bienvenue au Maroc. Merci beaucoup. Merci de me rejoindre ici pour une interview pour cette série marocaine. Eh ben, je te remercie, c'est un vrai plaisir, c'est génial, le contexte est paradisiaque, je me sens vraiment trop bien. On a l'Atlas derrière nous, des conditions magnifiques avec ce soleil en plein hiver qui fait du bien. Toute une série d'interviews que j'ai fait et c'est vrai que toi, bon, le petit détail, c'est que tu es mariée à une Marocaine quand même. D'où cette interview est diffusée ici du Maroc, mais elle aurait pu tout à fait se passer à Paris puisque tu habites, en tout cas à Strasbourg. Tu es strasbourgeois et tu as une histoire qui est très inspirante. J'ai eu la chance de rencontrer et d'interviewer Kevin Finel, que tu connais et avec qui tu as co-créé cette Dream Machine. Et on va en parler de cette technologie qui est fascinante et ce que ça nous apporte à l'aube de cette ère où en effet la technologie prend beaucoup de place, mais est là pour nous aider à évoluer par rapport à notre conscience et nous permettre d'explorer d'autres champs des possibles, d'autres terrains qu'on peut explorer à travers toute cette technologie. Donc je trouve ça fascinant. Mais alors au-delà de ça, j'avoue que c'est l'histoire de la Dream Machine qui me passionne et parce que je pense qu'on est tous des créateurs en herbe, des co-créateurs. Toi, tu as créé ça avec Kevin. Mais finalement, l'histoire qui est derrière ça, c'est que t'étais infirmier en santé mentale, en psychiatrie. Et il y avait quelque chose qui manquait dans tes outils. Et tu as découvert l'hypnose. Parle-nous de ta vision de ce qui manquait à ce moment-là et qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à t'intéresser à l'hypnose. Finalement, tu as rencontré Kevin et qu'après, tout ce projet s'est ouvert. C'est avec grand plaisir, c'est vrai. Merci pour cette intro, c'est vraiment top, tu résumes bien les choses. Et dans le détail, c'est un peu ça. J'ai été infirmier, c'était il y a plus d'une quinzaine d'années, en psychiatrie, en milieu fermé, donc un milieu qui est assez dur, avec des situations souvent de crise, des gens qui viennent en phase aiguë. Et de mon côté, depuis le début de mes études en tant qu'infirmier, j'étais passionné par la santé mentale, j'ai toujours su que je voulais travailler en psychiatrie. Et donc c'est un sujet qui est passionnant, mais quelque part, même en tant qu'infirmier, dans mon propre rôle ou dans les outils qu'on avait dans l'hôpital, j'ai souvent senti une sorte de limite pour accompagner les patients. Il y avait quelque chose qui manquait. Et au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose de plus et que j'allais aller vers d'autres outils. Alors j'ai essayé différentes choses. Il y avait de la box thérapie, différentes choses que j'ai mises en place. Mais vraiment, il y a l'hypnose. C'est toujours resté au fond de moi en me disant un jour je me formerai et j'utiliserai ça pour accompagner. Et c'est quelques années après mon diplôme, quelques années après l'exercice dans l'hôpital que je me suis formé à l'Arche avec Kevin, qui est devenu mon ami et associé. Mais je me suis formé, donc c'était il y a une dizaine d'années. Et comme pour beaucoup de personnes, une fois qu'on commence à mettre le petit doigt dedans, on continue à aller vraiment plus loin. Qu'est-ce qui t'a plu dans l'hypnose ? Ça donne accès à quoi l'hypnose ? C'est vraiment une porte ouverte. En fait, quand tu commences à maîtriser l'hypnose, tu vas pouvoir te dire que c'est une sorte de porte ouverte vers les fonctionnements de l'autre. L'état second qui va être induit va permettre de faire bouger des comportements, des émotions, peut-être même des dynamiques relationnelles. Et ça va permettre de faire évoluer pas mal de choses. On reste dans le bien-être, mais ça touche aussi le médical. Donc j'ai travaillé aussi dans le domaine médical avec l'hypnose. Et pour moi, c'est un outil qui prend de plus en plus de place, qui était parfaitement légitime. Et je suis ravi de m'être fait former à un moment donné. Ouais, t'as ouvert ton cabinet après à Strasbourg, t'étais plus dans la gestion du stress, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est exactement ça. Donc je vis à Strasbourg et rapidement après m'être formé, j'ai arrêté d'infirmier, j'ai vraiment plongé les pieds dedans, la tête première dans l'hypnose. J'ai ouvert mon cabinet et ça s'est vraiment très bien passé. J'étais comme un poisson dans l'eau, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai passé une petite dizaine d'années avec mon cabinet, ça fait plus de 5000 séances d'hypnose. Et au fur et à mesure, comme pour beaucoup de professionnels, quand tu commences à pratiquer, tu as une certaine sensibilité. Et ça a été la gestion du stress, ça a été vraiment mon cheval de bataille. J'ai pu accompagner beaucoup de personnes dans cet objectif-là. Et après, il manquait encore un truc. Et c'est là qu'en fait, il y a toujours une course à comment est-ce qu'on peut mieux accompagner, comment est-ce qu'on peut mieux faire. Et j'ai un côté très passionné, très curieux. Donc une fois qu'il y a un sujet que j'ai ouvert, j'ai envie de foncer dedans. Et un jour, par un grand hasard, je me dis, je découvre en tout cas la technologie, la photostimulation. Et je tombe dedans et c'était vraiment pour moi, tu sais, le terrier du lapin blanc dans Alice au pays des merveilles, tu fonces dedans, il n'y a rien d'autre qui compte et j'ai plongé pendant quelques semaines. Qu'est-ce que tu entends par photostimulation ? Les stimulations stroboscopiques qui vont avoir un impact sur le cerveau. Et donc il y a eu plusieurs technologies qui ont travaillé là-dessus. C'était souvent un sujet un peu de niche, c'était pas très mainstream.
Les origines remontent à il y a déjà bien longtemps, il y a plusieurs dizaines d'années. Et pour moi, lorsque j'ai compris comment ça fonctionnait, c'était la voie royale pour avoir l'accès à des fonctionnements inconscients. C'était un peu comme si je me disais, bah ça y est, là il y a une clé qui permet à n'importe qui, sans trop d'efforts, de rentrer, de se connecter à ce qu'il y a de vraiment important au fond. Donc là, on est au-delà de l'hypnose. Quand tu découvres ça, ça ouvre quelle porte pour toi? La thérapie. Tout de suite, je me dis, pour moi, ça va être un outil qui va m'aider avec les personnes que j'accompagne. Je vais pouvoir utiliser ça, des stimulations lumineuses, des fréquences lumineuses qui m'être émises pendant l'état de transe des personnes que j'accompagne pour pouvoir travailler sur la suggestion hypnotique, être encore plus pertinent, permettre aux gens de beaucoup avancer comme ça. Et j'ai travaillé dessus avec un premier appareil que j'ai pu avoir, qui était un peu limité, mais j'ai fait... Donc tu as créé ton propre prototype, quoi. À un moment, tu t'es dit, j'en essaye d'autres, mais je veux le mien. C'est ça. Donc j'ai essayé beaucoup de choses différentes et je me suis concentré sur ce que je voulais vraiment. Ouais. Et assez intuitivement, encore une fois, pour moi, il y a eu une sorte d'intuition très très forte qui me dirigeait vers il faut aller vers ça, ça n'existe pas et si ça n'existe pas on va pas attendre et vas-y crée-le. Ouais, c'est ça. Et pour moi intuitivement je savais qu'il fallait créer une technologie stroboscopique qui était plus polyvalente, plus précise sur certains points, qui peut être plus intéressante sur l'accompagnement avec la voix en hypnose. C'est fou que ça marche bien quand on crée l'outil qui nous manque, tu vois. Oui, parce qu'après c'est obligé, moi qui connais la Dream Machine et qui l'utilise et tout, et je sais qu'il y a des milliers de personnes qui l'utilisent, ça a plu et ça a un impact. Et c'est fou de t'entendre, tu vois, retracer cette histoire et de voir que finalement c'était l'outil qui te manquait et que c'est l'outil qui manque aussi à plein d'autres. Enfin, c'était l'outil qui manquait. C'est marrant comme finalement quelque chose qui démarre peut-être égoïstement pour améliorer ses propres... C'est pas le cas, mais tu vois, de vouloir améliorer... Là, les résultats pour tes clients, donc c'est loin d'être égoïste, mais quelque chose que tu avais besoin, qui te manquait, et que tu le crées, et tu trouves l'énergie, tu vois, le raisonnement, et que c'est hyper satisfaisant, non? Complètement. C'est peut-être aussi un de mes traits de caractère, mais je crois qu'il y a d'autres personnes qui ont un peu cette fibre-là, tu sais, qui ont ce côté un peu proactif ou qui peuvent pas s'empêcher d'avoir ce muscle à créer qui est tout le temps activé en disant tiens, il y a un besoin quelque part, il y a un manque, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est tout de suite d'être acteur dans une sorte de démarche et pour moi c'est juste une évidence de me dire là il y a un truc à jouer, il y a véritablement un manque et surtout ça peut aider beaucoup de gens. Rien n'existe, n'attendons pas, allons-y, fonçons. Et toi, tu vas jusqu'à le faire, parce que certains restent, tu vois, certains, c'est des idées qui restent dans leur tête, et ils vont pas l'accomplir, et ils vont pas agir, ils vont pas le faire, et après ils disent, mais c'était mon idée, ça, j'y ai pensé il y a quelques années. Et après, tu as cette frustration. Mais alors, vas-y, cette idée que tu as dans ta tête. Tu sais, j'ai souvent ce truc-là, j'ai toujours l'impression que parfois, tu sais, c'est comme s'il y avait une idée qui avait besoin d'émerger quelque part. C'est comme si l'idée était présente et que quelqu'un doit s'en emparer, se dire, je suis le porteur de projet, j'y vais moi. Et on peut la prendre, on peut la laisser passer, quelqu'un d'autre le fera et on se dira, j'y ai pensé avant. C'est Big Dream, hein, c'est le livre d'Elizabeth Gilbert qui a parlé de ça, justement. C'est exactement ça. J'avais déjà eu ce concept, entendu parler de ce concept, il résonne beaucoup. Et c'est super de penser comme ça parce que je crois qu'on est tous capables de tout. Vraiment. Une fois qu'on s'intéresse, tous les sujets peuvent être appris, on peut plonger complètement. Pour moi qui suis infirmier, dans un sujet super technologique, maîtriser des processus industriels aujourd'hui. Enfin, il y a plein de choses qu'on a menées par nos propres moyens. Alors que j'ai pas une formation, je peux faire HEC, je suis pas ingénieur ni rien, et pourtant on arrive à créer. Mais c'est une co-création quand même, parce que ensuite tu l'as proposé à Kevin finalement. Exactement. Il y avait ce premier prototype, moi et mes premiers patients avec lesquels je travaillais avec ça. Et avec Kevin, on s'est connus il y a une bonne dizaine d'années pendant ma formation en hypnose. On est rapidement devenus amis, puis on échangeait pas mal, et puis un jour à Strasbourg, on discute, on est allé au resto et puis... T'oses lui en parler? Ouais, je lui dis, écoute, je travaille sur ça en ce moment, c'est cool, et je partage simplement ça avec lui. Et Kevin a aussi, je pense, ce trait de caractère très proactif et très créatif, Kevin. Et du coup, qui me dit, c'est super cool, parle-moi, et puis on en discute, tous les deux on accroche très vite, on voit où sont les points complémentaires. Et on se lance, je crois, sans l'ombre d'une hésitation. Et l'aventure commence vraiment... C'est une grande aventure. Ouais, et c'est top parce je crois qu'on est hyper complémentaires. Il y a une excellente dynamique, en tout cas, dans nos rôles et relations amicales, et maintenant en tant qu'associé. Et dire que tu étais son élève avant? Ouais, c'est ça. C'est assez dingue, non? Ça évolue. Après, on s'est retrouvés
je pense en tant qu'élève aussi par nos valeurs, tout ce qui me touchait l'hypnose. Et ce petit trait d'union a grossi avec plein d'autres choses qui sont greffées autour. Et vous avez trouvé le nom de la Dream Machine? Comment? Ou tu l'avais déjà? Non, j'avais pas. Au début, avec Kevin, on réfléchissait, c'était Prisme, c'était un des noms de code qu'on avait en disant tiens, c'est chouette, ça parle de lumière. On voulait quelque chose qui parle de la lumière, je sais pas, des possibilités. Le Prisme sonnait bien pour nous. Et en discutant, à côté de l'Arche, un café qui est juste à côté où tous les élèves de l'Arche vont, c'est le petit QG de l'Arche, on prenait un café avec un troisième ami avec lequel on discutait. Et on pensait au premier nom de la première invention qui s'appelait la vraie Dream Machine des années 60, mais qui s'orthographiait en un seul mot, Dream Machine, avec le M comme jonction entre Dream et Machine. Et on trouvait ça sympathique, l'idée émergente en disant bah tiens, Dream Machine en deux mots, on reprend pas le même nom et ça reste un hommage parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez poétique de reprendre. Parce que c'était pas tout à fait la même chose à l'époque, c'était quelque chose qui tournait comme ça, c'était plus artistique. Enfin, on partait vers des, parce que on n'a pas tant que ça à expliquer quand même ce que c'est la Dream Machine, mais il y a cet effet d'hallucination et de partir dans un état de conscience modifié quand même. Et à l'époque, c'était ça déjà, ce système qui roulait et qui tournait, c'est ça? C'est ça. Alors, il y a une petite intro là-dessus, tu vois, c'est l'auteur de ça, donc Brian Geising, lorsqu'il a découvert le phénomène, ou redécouvert parce que potentiellement ça existait depuis longtemps, c'était un voyage qu'il faisait les yeux fermés dans un bus. Il somnolait, c'était un bus, je crois, entre La Ciotat et Marseille. Et dans ce trajet, donc en plein été, la tête contre la vitre, il y avait la route qui défile avec les arbres au bord de la route. Et la lumière qui passait par intermittence entre les arbres. Et donc il a eu un premier effet stroboscopique comme ça, avec la lumière qui passait, et il s'est retrouvé plongé dans un kaléidoscope. C'est comme ça qu'il décrit la genèse pour lui de l'idée œuvre d'art Dream Machine. Et il a créé avec un partenaire, donc comme tu dis, c'est un cylindre perforé, posé sur un tourne-disque qui doit avoir cette taille-là, une ampoule au milieu, c'est assez rudimentaire. Et pourtant, les yeux fermés, il y a déjà les premiers effets. Alors, c'est des rythmes qui sont un peu stables, il n'y a pas beaucoup de possibilités, mais c'était déjà phénoménal pour l'époque et beaucoup de gens l'utilisaient. Mais c'est resté. Mais c'était l'époque des drogues, rock'n'roll. Ouais, c'est très psychédélique. Ils cherchaient ces éléments. Il y avait une grande curiosité pour les états seconds et je pense qu'il y avait une autre vision aussi des substances. Et votre démarche est un peu différente. On parle d'hallucination quand même, qu'on va avoir à travers la Dream Machine. Ouais, même beaucoup. Qu'est-ce qu'une hallucination alors pour toi? Qu'est-ce qu'une hallucination? Alors loin des idées qu'on peut avoir sur les hallucinations, comme quand on ne connaît pas vraiment le phénomène, les hallucinations, c'est un mécanisme qui est naturel et on va l'avoir, c'est pas des éléphants roses qu'on va percevoir, mais les yeux fermés avec la Dream Machine, on va en avoir avec des substances, on va en avoir dans certains contextes et ça va principalement être des formes géométriques colorées, qui sont souvent indescriptibles. Sur le coup, on se dit « Oh, je vois une sorte de grande spirale, il va y avoir des marques zébrées, il va y avoir une sorte de vision qui a l'air de s'agrandir, des couleurs qui sont assez ineffables, inexistantes. » Et on peut répertorier comme ça, comme un catalogue de plusieurs dizaines de motifs qui sont géométriques un peu classiques, qu'on va revoir. C'est des motifs type fractal, des spirales, c'est souvent des couleurs, ça peut être des associations de points ensemble, qui vont ensemble former des motifs vraiment géométriques, parfois même type mandala, avec des couleurs qui peuvent être très variées. Et ça, c'est des hallucinations de type phosphène, des hallucinations classiques qu'on va retrouver très fréquemment avec l'usage de photostimulation ou de certaines substances ou de méditation à des états bien avancés. Donc, il faut savoir que pour la photostimulation, donc avec la Dream Machine, ce qui se passe, c'est qu'on va regarder l'appareil les yeux fermés et la lumière... C'est des LED blanches, hein? C'est des LED blanches, uniquement blanches, et tout se joue sur les fréquences. Donc, avec les fréquences qui vont être émises, donc il y a un rythme stroboscopique, c'est perçu par l'œil, fermé même, le nerf optique, et il y a une porte d'entrée dans le cerveau qui va être le cortex visuel. Et là, ça va le mettre en effervescence, et on va se retrouver dans ce fameux kaléidoscope avec des couleurs qui vont dans tous les sens, une perception différente, des impressions de tunnel. Et là, on a nos vraies hallucinations qui correspondent à ce qu'on va avoir avec des faibles doses, même des doses qui sont quand même correctes avec des psychédéliques. Mais c'est pas seulement... En fait, on peut s'arrêter à ça, mais il n'y a pas que ça. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est intéressant, c'est quand tu expérimentes et que tu vois
l'effet que ça a sur ton corps finalement. Il y a quelque chose de beaucoup plus long terme qui va s'installer. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas juste le côté, c'est fun d'avoir une hallucination, on est d'accord, mais bon, faut que concrètement, enfin pour moi personnellement, il faut qu'il y ait un impact. C'est ça. C'est marrant même pour faire découvrir, on peut dire tiens, t'as jamais vu ça. Voilà, c'est divertissant. Et mais ce qui est intéressant, c'est ça. Souvent, je dis il y a 2 voiles dans l'expérience. Le premier voile qui se présente à nous, c'est waouh, ça commence, il y a les fréquences lumineuses qui vont arriver. Il va y avoir le côté foufou, ça dans tous les sens, c'est génial dans les premiers jours. Et souvent, on se dit qu'est-ce qui se passe au-delà? Et quand on pousse un peu le bouchon, il va y avoir des fréquences un peu différentes qu'on va pouvoir utiliser. Quand tu dis pousser le bouchon, tu veux dire le faire plus régulièrement ou le reproduire ou aller au-delà de cette première expérience pour aller plus loin? Ça va être un peu à l'expérienceur, comme en méditation ou en relaxation, de pouvoir défocaliser. De pouvoir à un moment donné, comme quand on est très attentif, quand l'attention est mobilisée sur les hallucinations, c'est tout ce qui marque. Mais quand on commence à relâcher un peu ça, comme quand on s'endort, quand on laisse un peu faire les choses, il y a un moment où ce rythme stroboscopique il va entraîner tout le cerveau. C'est ce qu'on appelle le pilotage photique. Et le cerveau va se calibrer, prendre exactement la même fréquence. Enfin, les bandes de cette fréquence-là vont être plus fortes. Et ça va permettre de faire bouger le fonctionnement qui était normal avant vers quelque chose de anormal ou exotique. Et on va arriver vers... J'aime bien le exotique. Ouais, c'est pas tous les jours, mais du coup j'aime bien me dire ça comme ça. C'est comme si on partait en voyage quelque part, tu sais. Et tu vas avoir à ce moment-là les vrais effets qui sont intéressants avec, au-delà des hallucinations, on va un peu les oublier, on va défocaliser. Et là, bim, on se retrouve dans une grosse expérience de relaxation. Ça peut être l'impression d'être moins acteur dans le corps, que quelque chose d'autre est agent et nous soumet des idées, nous emmène dans un paysage imaginé. Et c'est là qu'on va voir la différence dans les témoignages entre les personnes qui vont pouvoir dire j'ai vu des mandalas, c'est très joli, et ça arrive à beaucoup de personnes, et les personnes qui vont un peu plus loin, qui peuvent se dire j'ai été projeté dans un paysage de mon enfance, où j'ai pu être dans une réalité qui me paraissait alternative, j'ai jamais vécu ça, mais là je voyageais dans cet endroit-là. Une nouvelle idée qui est venue. Exactement, vers 7 Hertz comme ça, on peut se dire... C'est-à-dire que le mental, il est où là, à ce moment-là? À ce moment-là, le mental, il est comme... il est moins dans le corps, donc on va dire dissocié du corps, mais il va être complètement associé à une expérience onirique ou imaginée, enfin c'est dur à définir. Et dans cette expérience autre, il va y être associé avec les sensations physiques, avec le son, avec les odeurs, avec toute la sensorialité, comme si on existait pleinement dans une rêverie lucide à un autre endroit. Et là, ça devient chouette. Par exemple, tu as des ondes qui sont très intéressantes, les ondes alpha par exemple, qui vont permettre à des personnes de pousser la visualisation très très loin, pour pouvoir se projeter dans des situations futures par exemple, pour pouvoir vraiment imaginer quelque chose. Ça va être des fréquences qui sont un peu magiques pour ça. Et nous, on commence à répertorier, à cartographier, tu vois, cet univers un peu invisible, en disant, tiens, pour de la rêverie, pour être vraiment passif et se laisser porter, on sait que c'est encore un peu plus bas, c'est les ondes θ. Donc on a des fréquences un peu clés qu'on commence à cibler, sur lesquelles on va pouvoir se dire, là, ça c'est la bonne porte d'entrée qu'on va saisir pour de la rêverie. Si on va plus haut, vers le gamma, inaccessible normalement, voilà, beaucoup de méditation, c'est les fréquences plus hautes vers 30 Hz, 40 Hz. Là, on sait que c'est de l'hyper-éveil. Ça va ressembler à ce que peuvent vivre des personnes qui font de la méditation depuis très très longtemps, hyper connectées au monde, hyper présents. Et cette présence accrue, on sait que c'est un peu plus haut. Donc on va pousser les fréquences à ce niveau-là. Donc quelque part, c'est un peu comme si tu avais plusieurs portes, on va y arriver avec ce second voile, cette deuxième étape. Ouais, non, c'est intéressant, mais il faut déjà quand même... Je veux dire, on ne peut pas accéder direct au gamma. Non, ça se fait par étapes ou... Ouais, tu vas y aller par étapes. Pareil, ça devient technique parce qu'on sait que c'est comme si tu emmenais quelqu'un par la main, donc on ne peut pas le dire boum, on a du 40 Hz et du coup la personne va y être instantanément. Souvent, on va utiliser des stratégies avec des rampes montantes, on va créer des harmonies aussi entre les fréquences. Mais comment vous avez fait ça justement, toute cette synchronisation entre la manière dont les LED vont s'illuminer? Et comment vous avez fait? Enfin, c'est assez hallucinant. Non, je suppose que c'est toute l'hypnose et tout le savoir derrière qui a permis ça, parce que c'est pas juste, c'est pas aléatoire. Non, c'est pas rien d'aléatoire. Beaucoup de travail. Ouais. Alors, c'est une belle synergie, comme tu l'as dit. Il y a des connaissances en hypnose, alors qu'il y a une grosse expertise. À l'Arche, il y a un centre de recherche aussi en sciences cognitives. Donc, on peut s'appuyer vraiment là-dessus. Il y a pas mal de ressources et de données là-dessus. Et nous, il y a aussi un côté expérience et empirique. Donc, beaucoup de tests. Ouais. Et beaucoup de choses qui n'ont pas donné grand-chose, des voies sans issue qu'on a dû explorer, et des choses qui fonctionnent très bien. Et avec tout ça, on a une sorte de belle synergie dans laquelle on peut se dire,
on crée notre encyclopédie de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et là où ce qui me semble passionnant, c'est que j'ai l'impression qu'on n'est qu'à la préhistoire de quelque chose, tu sais, on commence à comprendre en tout cas le phénomène, c'est déjà impressionnant. Mais en tout cas, il y a des années de travail, il y a un monde à explorer, il y a un monde à cartographier et plein de choses à faire. Donc moi, ça me réjouit parce qu'il y a encore plein de choses à créer. Tu vois, ouais. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui est possible vraiment grâce à ça? Je pense qu'on peut être encore plus précis sur ce qu'on veut induire, sur les bénéfices pour les personnes qu'on va pouvoir induire avec nos effets. Parce que déjà là, sur l'application, enfin, moi je sais que j'ai mes petits préférés, mais tu vois, on peut utiliser le sommeil. Enfin, c'est déjà c'est quand même cartographié dans le. Enfin, je sais pas si c'est pour ça que tu utilises ce terme-là, mais en tout cas, on peut vivre des expériences très différentes, avec des effets différents. Je sais que vous voulez ajouter du son. J'ai cru entendre Kevin parler de ça. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait, au-delà du son? Je veux dire la précision de la symphonie qui se joue? Exactement, c'est peut-être comme un instrument de musique, il y aurait différentes qualités en tout cas d'instruments. Il y aurait le petit piano pour les enfants de 3 ans, mais il y a aussi les très beaux pianos à queue qu'on pourrait avoir chez soi. Et en fait, c'est un peu ça. Les fréquences qu'on va pouvoir émettre, il y a des milliers de possibilités. Il y a tellement de variables là-dedans, c'est pas juste du on-off. On va piloter pas mal de choses, créer des harmonies entre elles. Et à chaque fois, c'est comme une recette différente qui donne d'autres résultats. Donc, nous, on doit cartographier tout ça, expérimenter un peu tout, recenser tout ce qui se passe et pouvoir composer avec tout ça. C'est infini. Hein. C'est infini. Et c'est pour ça que c'est un monde c'est vraiment un monde à découvrir. Et ça, moi, je trouve ça passionnant. Il y a une citation que j'aime beaucoup. Je sais même pas d'où elle vient, mais on l'a mise sur notre Dream Machine et sur le paquet. Mais on est né trop tôt pour explorer les galaxies lointaines dans l'univers. On est né trop tard pour découvrir des grands continents comme les explorateurs de l'époque. Mais on est tous nés aujourd'hui à cette époque au bon moment pour explorer la conscience. Ouais. Et faire des beaux voyages intérieurs. Ouais, c'est ça. Et donc il y a ces voyages intérieurs, je pense qu'on peut explorer de façon presque infinie ce qu'il y a à l'intérieur de nous, se reconnecter. Il y a ce côté un peu mystérieux souvent quand on parle de la conscience, de la nature de la réalité, de qui nous sommes. Il y a plein de questions presque philosophiques là-dessus. Et j'ai l'intuition en tout cas qu'on peut s'approcher de ces, pas forcément de réponses, mais évoluer avec de nouvelles questions, explorer en tout cas cette nature de la réalité, de qui nous sommes, avec une meilleure connaissance de soi. Pour moi, l'introspection de manière générale, et peu importe photostimulation, pas photostimulation, mais si chacun trouve son moyen d'aller vers soi, mais le soi profond, que ce soit par du yoga, yoga nidra, hatha yoga, sophrologie, la pratique du sport, les dervish tourneurs, enfin peu importe. Que chacun trouve le moyen le plus facile qui lui permet d'aller vers soi. Ouais. Et si chacun fait ça, je pense que chacun se connaît un peu mieux, on aurait un monde qui se porterait un peu mieux et on mérite tous d'aller dans cette direction-là. Et je crois que c'est peut-être la grande direction qu'on va prendre. La solution, surtout avec la technologie, comme on disait au début, qui se développe. Ouais, tout à fait. Et qui est infinie et un peu vertigineuse, quoi. Ouais. Mais autant s'en servir de cette technologie. Moi, j'ai refusé pendant très longtemps d'utiliser la technologie jusqu'à temps que j'ai découvert la Dream Machine et des outils comme ça, parce que avant je refusais, je me disais, ben non, c'est pas naturel, c'est accélérer le processus alors que je devrais pas. Tu vois, il y avait toutes ces notions que la technologie, c'est pas, que finalement pourquoi, alors qu'il y a déjà la nature, il y a déjà tout. Mais à un moment, on se rend compte que non, c'est une vague sur laquelle surfer et ça nous donne accès et ça dépend comment cette technologie et quelle a été l'intention derrière cette technologie, comment elle a été créée. Oui, tout à fait. Tu as raison quand tu parles d'intention, c'est très juste. Parce qu'il y a des technologies qui vont être néfastes et encore, il y a à chaque fois l'ombre et la lumière. On le voit sur Internet. Je veux dire, j'ai interviewé d'autres personnes qui ont pu découvrir comment dans le désert là d'Agafay créer un jardin permaculture alors qu'il y avait aucune eau à travers des vidéos YouTube. Tu vois, donc la technologie nous sert. Tout à fait. On a tendance à voir à quel point elle prend le dessus, et on sait pas trop vers où elle va. Mais c'est aussi à nous d'explorer grâce aux technologies, comme tu dis. Tout à fait. De l'utiliser aussi en notre faveur pour pouvoir évoluer en conscience et s'adapter aussi et naviguer. Oui, c'est une des choses dans lesquelles je crois le plus aujourd'hui, c'est clairement ça. Et tu vois, si je devais compléter ce que tu dis, je dirais même technologie, connaissance, parce que finalement, si on prend beaucoup de recul, un regard très méta sur l'évolution de l'humanité, on
peut se dire qu'on a évolué sans cesse. Et donc, on a su collaborer, les outils et plein de choses ont été mises en place pour qu'on puisse évoluer et passer du chasseur-cueilleur, des êtres que nous étions il y a encore longtemps, à qui nous sommes aujourd'hui. Et je crois que si on arrive à évoluer, c'est par nos connaissances, tout ce qu'on met en place. Et si on devait se dire que, et ça peut être des pratiques, des techniques, donc c'est pas forcément technologique, ça peut être simplement, par exemple pour la conscience, des techniques de respiration, tu vois, qui n'utilisent pas de techno, mais pourtant je maîtrise, je comprends que si je respire en dessous de 6 cycles par minute, ça va pouvoir activer le système parasympathique, etc. Donc cohérence cardiaque. Je résume un petit peu, mais c'est un peu ça. Et l'idée, pour moi, c'est comme toi, c'est de me dire que la technologie évolue de manière exponentielle et parfois pas maîtrisée. Ça peut faire peur de se dire c'est pas maîtrisé, ça va trop vite, trop loin. Ça peut nous pousser vers la fin du monde d'une certaine manière si ça va vraiment, vraiment trop vite. Et je pense que c'est parce que c'est décorrélé de l'évolution de notre sagesse, complètement. L'évolution de notre conscience. Et qu'il y a un moment donné, si on arrive à juste faire le pont entre notre évolution qui doit être liée à l'évolution de la technologie, et bien la technologie, les connaissances vont nous aider aussi à toucher le vrai, à pouvoir nous faire évoluer dans la bonne direction. Et on ne va pas subir à ce moment-là, mais en embrassant ces nouvelles techniques, connaissances, on va pouvoir évoluer de la meilleure manière et prendre soin de soi. Donc, super inspirant tout ça. Ouais, je crois qu'il y a un trait d'union qui est là, mais qu'on a une époque fantastique en tout cas. On peut se saisir de ça et commencer à prendre soin de soi, et je pense que l'avenir va être fantastique. J'ai toujours tendance à croire que l'avenir et le futur, ce sera chouette, et je suis très très optimiste en tout cas pour ça. Merci de contribuer à travers cette exploration et d'avoir co-créé ça avec Kevin, justement, de nous offrir cet outil qui fait partie des révélations. Et même si c'était quelque chose qu'on connaissait dans le passé, dont on a entendu parler, je pense que vous avez abouti à quelque chose de beaucoup plus poussé, d'intéressant et qui va continuer d'évoluer. Donc je continuerai de regarder vos progrès et de tester cette Dream Machine, et j'ai hâte de voir, parce que pour la petite histoire, j'avais sorti un coffret des mantras sacrés tibétains du moine Tenzin Pempala, et ces mantras sont juste excellents avec ces sonorités, etc. Et puisqu'en testant la Dream Machine, j'ai voulu tester la Dream Machine combinée avec ces mantras sacrés. Et il y aura certainement très prochainement un de ces mantras et des mantras qui seront sur l'application, avec une piste de lecture, avec la sonorité justement tibétaine combinée à cette photostimulation. Et je trouve ça génial, parce que quand je l'ai fait juste comme ça, spontanément, de moi-même, et les effets étaient juste... je l'avais fait par rapport au mantra du karma, et ça a démultiplié les effets du mantra, qui sont déjà très très puissants en eux-mêmes. Et j'ai hâte de voir comment vous allez orchestrer ça pour voir cette photostimulation qui va nous permettre d'aller voyager encore plus loin dans le mantra. Parce que moi, l'effet que ça m'a fait, c'est que j'ai vu les mantras traverser mon corps grâce à cette photostimulation. Wow. Ça m'a donné l'expérience physique réelle des mantras, tu vois. Donc ça, c'est sans prix, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un truc, c'est une expérience, comme on dit en anglais, priceless, parce que c'est juste excellent. Super. Ça donne vraiment envie, et j'ai hâte de voir ça, entre autres. Mais je suppose que vous avez plein de projets, mais c'est top. Ouais, tu vois, tes projets à chaque fois, c'est toujours ça, c'est de se dire, on a une base, et c'est là que je suis très curieux de voir tout ce qu'on peut faire avec. J'ai l'impression que tous les jours, il y a de nouvelles opportunités à saisir pour ce type de projet. Et parce qu'à chaque fois, il y a des belles choses à faire. Cette expérience-là qui va être proposée, j'ai hâte d'avoir les retours, mais elle va être magique, et d'une certaine manière, la Dream Machine, il faut jamais sacraliser la technologie, ça va être qu'un moyen en tout cas de trouver quelque chose, mais elle va parfois sublimer, elle va aider en tout cas, elle va pouvoir mettre un gros coup de stabilo sur quelque chose qui était déjà présent pour que ce soit plus accessible, plus digeste, plus facile. Et ça, c'en est l'exemple, ouais. C'en est un bon exemple en tout cas. Ouais, super. Cette session, elle va être vraiment top. Ouais. Vraiment. En tout cas, merci Brice d'avoir été au-delà. Tu vois, parce que d'habitude, c'est Kevin qui est en avant. Donc, c'est top d'avoir pu... moi, ça fait quelques fois que je te rencontre déjà. Et donc, c'est génial que tu aies accepté de faire une interview aussi, parce que la Dream Machine, c'est aussi toi. Donc, merci. Et je te remercie beaucoup. Merci d'être là au Maroc, avec ce coucher de soleil, ce magnifique temps, pouvoir faire cette vidéo. On est vraiment très bien. C'est vraiment top. Et oui, je pense que c'est complémentaire avec ce que Kevin a pu dire, et vraiment de tout cœur, merci beaucoup. J'ai passé un très bon moment, ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi, et merci encore. Avec grande joie.
Chers co-créateurs, je vous fais de gros bisous du Maroc. Je vous souhaite d'expérimenter bien sûr la Dream Machine. Peut-être que vous rencontrerez déjà des hypnothérapeutes qui utilisent cette Dream Machine parce que beaucoup de professionnels l'utilisent maintenant et commencent à l'utiliser. On est des milliers à avoir l'expérimenté, c'est top. Je mettrai tous les liens en dessous. Super. Et encore bravo. Gros bisous à Kevin Finel qu'on embrasse et toute l'Arche. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye. À bientôt.